Le Louvre abrite certaines des œuvres les plus célèbres au monde, y compris la Joconde et la Vénus de Milo. Cet espace d'exposition de 60 000 m² est le plus grand musée du monde et contient plus de 35 000 œuvres d'art. On dit que si vous passez 30 secondes à regarder chaque œuvre, il vous faudrait environ 4 mois, sans interruption, 24 heures sur 24, pour tout voir. Mais visiter le Louvre est l'une des activités les plus agréables à faire lorsque vous êtes à Paris. Des antiquités romaines et grecques aux arts égyptiens, africains, océaniques et islamiques, il y a quelque chose pour tout le monde. Pour vous aider dans votre visite de ce lieu majestueux rempli de culture et d'histoire, voici quelques suggestions. La pyramide du Louvre. La première chose que vous verrez lors de votre visite est cette grande structure de verre et de métal. La pyramide du Louvre est devenue l'un des monuments parisiens les plus reconnaissables. Conçue par l'architecte américano-chinois I.M. Pei en 1988, cette structure moderne a été intégrée dans le cadre d'un projet d'extension initié par le président français François Mitterrand en 1981 pour ajouter l'aile Richelieu du Palais, qui était auparavant le siège du ministère des Finances. Ce projet, qui a duré une décennie, a doublé l'espace d'exposition, avec la pyramide comme nouvelle entrée. Mais elle n'était pas aussi aimée à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Certains arguaient que son style moderniste était en contradiction avec le style classique de la Renaissance française de l'art et de l'histoire du musée. D'autres étaient réticents à faire confiance à un architecte américano-chinois, qui n'était pas familier avec la culture française, pour entreprendre la rénovation massive d'un monument français apprécié. Aujourd'hui, elle est l'un des symboles architecturaux les plus importants de la France. Accueillant des millions de visiteurs chaque année, elle est presque synonyme du Louvre. 2. La Joconde. La première œuvre d'art vers laquelle tout le monde se dirige, la plus célèbre de l'histoire en réalité, est la Joconde. Des millions de personnes se pressent chaque année autour de cette peinture relativement petite pour prendre une photo. Sachant le pouvoir qu'elle exerce aujourd'hui sur la société, il est choquant de savoir qu'à jusqu'au début du XXe siècle, la Joconde était relativement inconnue en dehors du monde de l'art. Sa soudaine montée en notoriété s'est produite en 1911 lorsqu'un employé du Louvre, Vincenzo Perugia, a volé le portrait pour le ramener dans son pays natal, l'Italie, où il croyait qu'il appartenait. Il a gardé la peinture cachée dans son appartement pendant 2 ans avant de la présenter à la Galerie des Offices à Florence, où elle a été exposée pendant seulement 2 semaines avant d'être rendue au Louvre. Elle n'a pas été absente très longtemps, mais ce fut suffisant pour que cette peinture auparavant négligée soit propulsée sous les projecteurs. Cette peinture à l'huile de Léonard de Vinci est un portrait d'une femme assise devant un paysage imaginaire. L'arrière-plan est réalisé avec la technique du sfumato, qui est l'adoucissement des transitions entre les couleurs et les tons. On le voit ici à travers des contours flous, des formes estompées et l'absence de lignes nettes. La figure, que l'on croit être Lisa Gherardini, l'épouse d'un marchand de soie, est au centre avec les bras croisés, regardant le spectateur avec un sourire doux. Un sourire dont la nature ambiguë a rendu ce tableau iconique encore plus énigmatique, incitant les spectateurs à essayer de comprendre à la fois l'intention de Da Vinci et sa muse. 3. La liberté guidant le peuple. Eugène Delacroix, un leader du romantisme, a peint la liberté guidant le peuple en 1830, l'année de la Seconde Révolution française, également connue sous le nom des Trois Glorieuses. Ce conflit était dû aux divergences de vues sur qui devait gouverner la France. Pendant 3 jours, les citoyens de la classe ouvrière ont combattu l'armée royale française, abdiquant le roi Charles X et créant une monarchie constitutionnelle, modifiant radicalement le cours de l'histoire française. Cette peinture de grande échelle fournit un aperçu visuel de cet événement historique majeur. C'est une peinture allégorique sur le concept de la liberté, incarnée par la figure féminine au sommet de la foule, qui est censée être Marianne, une personnification de la République française. Les autres figures sont disposées en forme de pyramide, avec Marianne au sommet, soulignant son importance pour les spectateurs dont le regard commence et se termine avec elle. Elle tient le drapeau national et porte un bonnet phrygien, qui était un vêtement historiquement choisi par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome pour son symbolisme de la liberté. Derrière elle, une foule diverse de tous horizons célèbre leur victoire. L'artiste a dépeint cette scène imaginaire pour montrer son soutien à ceux qui ont risqué leur vie pendant la Seconde Révolution pour l'avenir de la France. J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et bien que je n'ai pas combattu pour mon pays, au moins je l'aurais peinte pour elle, a déclaré Delacroix, soulignant son engagement passionné envers la cause révolutionnaire. 4. Les noces de Cana. Peint par Paolo Veronese en 1563, cette peinture de grande taille se trouve en face de la Joconde et passe souvent inaperçue en raison de son emplacement.
Elle est peinte dans un style maniériste, un mouvement artistique qui exagère les caractéristiques classiques de la Renaissance. Le maniérisme est représenté à travers des choix asymétriques et non naturels de lumière, de couleurs et de figures. Remplie de dizaines de sujets, cette œuvre montre l'histoire biblique des noces de Cana, qui ont été assistées par Marie, Jésus de Nazareth et certains de ses apôtres. Pendant la cérémonie de mariage, le vin vient à manquer, et à la demande de Marie, Jésus commande aux serviteurs de remplir des jarres de pierre avec de l'eau, qu'il transforme ensuite en vin. C'est ce que nous voyons ici. Le moment de ce miracle, dans un grand festin de nourriture, de musique et de chants. Cette peinture est la plus grande œuvre d'art du Louvre et a été apportée au musée en 1797, plus de 200 ans après sa réalisation. À l'origine, elle était accrochée au monastère de San Giorgio à Venise, mais sous le règne de Napoléon pendant les guerres révolutionnaires françaises, son armée a pris cette pièce comme butin de guerre. Et cela s'est avéré être une tâche difficile. En raison de sa taille considérable, les soldats ont dû couper cette œuvre en deux et la rouler pour qu'elle puisse être ramenée en France, où elle a été réassemblée. 5. La victoire de Samothrace. Cette magnifique sculpture en marbre orne le sommet de l'escalier d'Aru, visible de tous au fur et à mesure qu'il se déplace dans le bâtiment. Son emplacement ajoute à son attrait. Située dans cet espace moderne, elle semble presque flotter. Comme de nombreuses autres antiquités, ses origines étaient essentiellement inconnues lorsqu'elle a été découverte, mais des experts ont mené des recherches pendant des années et croient maintenant qu'elle a probablement été créée par les habitants de Rhodes, une île grecque, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Cette sculpture de 5,57 mètres de haut représente Niké, la déesse grecque de la victoire, avançant triomphalement à l'avant d'un navire lors d'une bataille navale réussie. Nous pouvons voir à quel point l'artiste a pris soin de cette pièce. La texture dure du marbre semble presque mouillée et balayée par le vent, alors que le vêtement apparemment translucide de Niké s'accroche à elle, se tordant autour de sa taille et s'enroulant autour de ses jambes. Découverte en 1863 par un diplomate et archéologue français, cette statue n'était à l'origine composée que de 3 pièces, la base, le torse et les jambes. Le musée a choisi d'ajouter les ailes, qui n'étaient que partiellement trouvées, et s'est arrêté là, choisissant de ne pas recréer la tête ou les bras. Presque un siècle plus tard, des archéologues autrichiens ont trouvé la main droite de la figure. Comme la figure est sans bras, il n'y avait aucun moyen de la rattacher à la sculpture, et ils ne l'ont pas fait. Mais la découverte de cette paume ouverte était néanmoins significative, car elle a démenti les théories selon lesquelles la figure tenait à l'origine un objet. Au fil des années, ce chef-d'œuvre a inspiré d'autres artistes, comme le surréaliste Salvador Dalí. Il a peint la victoire de Samothrace en 1960, soulignant la déformation temporelle, un élément central de son travail, en remplaçant les ailes de Niké par des montres molles. 6. Le code de Hammurabi. Cette stèle de basalte représente l'une des premières formes de loi écrite. La colonne de 2,25 mètres de haut date de 1760 avant Jésus-Christ et contient 282 lois et édits du roi babylonien Hammurabi. Le texte est écrit en écriture cunéiforme akkadienne, l'une des plus anciennes formes d'écriture du monde. Les lois couvrent divers aspects de la vie quotidienne, du commerce et des contrats aux punitions pour vol et aux droits des femmes et des enfants. Le code de Hammurabi est célèbre pour sa rigueur et ses principes de justice. Il est souvent résumé par l'expression œil pour œil, dent pour dent. Mais il contient également des éléments progressistes pour l'époque, tels que la protection des droits des esclaves et des femmes. Le sommet de la stèle montre le roi Hammurabi recevant les lois du dieu Shamash, symbolisant le pouvoir divin et la légitimité de son règne. Cette pièce historique a été découverte en 1901 par une expédition française à Suse, en Iran. Elle a été transférée au Louvre peu de temps après sa découverte, où elle est depuis exposée. La stèle offre un aperçu fascinant de la civilisation babylonienne et de ses avancées juridiques et culturelles. 7. Les lamassus. Ces statues imposantes de créatures mythologiques assyriennes sont parmi les pièces les plus impressionnantes du département des Antiquités orientales. Les lamassus, avec leurs corps de taureaux ailés et leurs têtes humaines, étaient destinés à protéger les entrées des palais et des villes. Ils sont souvent représentés avec 5 pattes, une illusion d'optique qui leur permet d'apparaître comme ayant 4 pattes lorsqu'ils sont vus de face et en mouvement lorsqu'ils sont vus de côté. Les lamassus exposés au Louvre proviennent de l'ancienne ville assyrienne de Dur-Sharukin, aujourd'hui Khorsabad en Irak. Ils datent du 8e siècle avant Jésus-Christ et témoignent de la grandeur et de la puissance de l'Empire assyrien. Découverts lors des fouilles menées par l'archéologue français Paul-Émile Botta au milieu du 19e siècle, ces sculptures monumentales ont été transportées au Louvre,
où elles continuent d'impressionner les visiteurs par leur taille et leur symbolisme. 8. La Vénus de Milo. Découverte en 1820 sur l'île grecque de Mélo, la Vénus de Milo est l'une des sculptures les plus célèbres de l'Antiquité grecque. Représentant la déesse de l'amour et de la beauté, cette statue en marbre blanc est datée entre 150 et 125 avant Jésus-Christ. Elle est attribuée à Alexandros d'Antioche, bien que l'identité exacte de l'artiste reste incertaine. La Vénus de Milo est connue pour sa beauté classique et ses proportions harmonieuses. Sa pose légèrement déhanchée, le drapé de son vêtement et l'absence de ses bras ajoutent à son mystère et à son attrait. Les experts pensent que les bras manquants tenaient à l'origine un attribut, peut-être une pomme ou un miroir, mais cette hypothèse reste débattue. 9. Le portrait de Madeleine. Le portrait de Madeleine, peint par Marie-Guillemine Benoît en 1800, est une œuvre significative représentant une femme noire libre. Ce tableau est l'un des rares portraits de personnes noires dans l'art européen de cette époque, et il est d'autant plus remarquable qu'il a été peint par une femme artiste. Marie-Guillemine Benoît était une élève de Jacques-Louis David, le célèbre peintre néoclassique, et elle a su apporter une sensibilité particulière à ce portrait. Madeleine, probablement une esclave affranchie, est représentée dans une pose noble et élégante, portant un turban blanc et une robe blanche drapée. Son expression sereine et sa posture fière contrastent avec les représentations stéréotypées des personnes noires à cette époque. Ce tableau célèbre la dignité et la grâce de son sujet, tout en marquant un moment important dans l'histoire de l'art, où les artistes commencent à explorer de nouvelles représentations de la diversité humaine. 10. Le radeau de la Méduse. Cette peinture représente le moment où, après 13 jours de dérive sur le radeau, les 15 survivants restants voient un navire s'approcher de loin. Selon un critique britannique de l'époque, l'œuvre se situe à un moment où la ruine du radeau peut être considérée comme complète. Le radeau de fortune est montré comme à peine apte à naviguer alors qu'il navigue dans les vagues profondes, tandis que les hommes sont représentés comme brisés et désespérés. Un vieil homme tient le cadavre de son fils sur ses genoux, un autre s'arrache les cheveux de frustration et de défaite. Un certain nombre de corps jonchent le premier plan, attendant d'être emportés par les vagues environnantes. Les hommes au milieu viennent d'apercevoir un navire de sauvetage. L'un le montre à un autre, et un membre d'équipage africain, Jean-Charles, se tient debout sur un tonneau vide et agite frénétiquement son mouchoir pour attirer l'attention du navire. En visitant le Louvre, vous plongez dans un voyage à travers l'histoire de l'art et de la culture. Que vous soyez amateur d'art ancien ou moderne, chaque salle du musée offre des découvertes fascinantes et enrichissantes. Bon voyage au cœur des chefs-d'œuvre du Louvre.